Nous allons passer avec lui un moment exceptionnel. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir Jean-Louis Borloo. La première victime du succès du vignoble, c'est lui. Ne croyez pas un mot de ce qu'il vous a dit, il n'était pas dans son état normal. Alors, on va parler, Jean-Louis, de Valenciennes, les plus belles rencontres, les plus beaux moments, celles qui vous ont marqué. On va parler de l'Afrique, on va parler de l'écologie, la rénovation urbaine, de votre parcours, de votre empreinte, de vous, Jean-Louis Borloo. On est à Valenciennes et vous êtes arrivé en 89, ça fait maintenant 30 ans. Pourquoi avoir choisi Valenciennes? Comme toujours dans la vie, c'est un concours de circonstances plus une erreur d'appréciation. Non mais c'est là. Mais avant tout, puisque franchement cette occasion, je trouve formidable cette idée de ce club. Au fond, c'est un espèce de mélange un peu informel, un peu bouillonnant, probablement un peu bordélique de temps en temps. Et non, mais cette idée qui est la bande valenciennoise qui se réunissent de temps en temps. Tous les mois. Tous les mois. Ça s'appelle de temps en temps pour ceux qui travaillent tout le temps. Non, mais l'idée que c'est cette bande qui crée un réseau, au fond, informel, au-delà des réunions. C'est absolument vital. Je suis convaincu que les projets ne se font que par les ressources humaines qui y contribuent. Il manquait cet outil. Nous, on avait créé notre bande. Et au fond, c'était une bande un peu en direct avec la population. Et puisque l'occasion m'est donnée, je vais pas être long en première intervention, mais vous savez, il faut toujours, pour se projeter dans l'avenir, saluer la mémoire, saluer ceux qui ont vraiment fait les choses en équipe. Et je vais vous citer quelques noms, et je souhaite que vous les gardiez dans votre cœur. Je voudrais citer Cécile Gallet. Si Cécile peut se lever pour la voir. Cécile Gallet, c'est celle qui a tenu le flambeau quand tout le monde avait cédé. Voilà, Céline là-bas. C'est Cécile qui est la femme qui fait basculer les choses. Je vais évidemment pas vous parler de ceux de l'actualité parce que vous les applaudissez tous les jours. Donc je passe le lot, tu m'en veux pas de côté. Jean-Michel qui a emmerdé tout le monde en disant mais non, la réalité industrielle, elle est toujours là, on sait encore faire. Jean-Michel Yol. Et puis Dominique qui est le dingue, qui, reçu à l'internat de Paris, décide d'aller à Lille et en fait de se rapatrier à Valenciennes en me disant cette phrase. Quand je revenais, j'avais pas besoin des phares sur l'autoroute parce qu'il y avait le rougeoiement de Denain. Est-ce que tu penses que le Valenciennois est redressable? Et il s'est impliqué, investi comme jamais. Les grandes infrastructures culturelles, le musée, le théâtre, seule scène nationale créée en France depuis 1945, la médiathèque de Valenciennes, deuxième plus utilisée en France, juste après la très grande bibliothèque nationale. Et bien Dominique fait partie évidemment de cette histoire, et c'est pas qu'il en fait partie, c'est qu'il l'a porté depuis le premier jour en 88. Pour faire en sorte que Dominique et moi, on se comprenne, il fallait qu'il y ait urgence. Et simplement, cette urgence, elle dure depuis 40 ans. Et puis maintenant, un petit clin d'œil pour vous dire que votre club, il est vital. Parce que, voilà, c'est maintenant vous qui portez tout ça. C'est plus nous, c'est vous. Laurent, Valérie, je ne vais pas parler de Valérie, elle est dans l'actualité. D'ailleurs, elle va se barrer pour aller s'occuper de la loi logement au Sénat tout à l'heure. Ce petit club valenciennois, ce petit club-là, je voudrais y associer Olivier Marlière, si ça ne vous ennuie pas,
car Olivier a permis qu'il n'y ait pas de brutalité de rupture à un certain moment. Et puis Jean-Claude Dulieu, très jeune, engagé dans les droits de l'homme, au Parti communiste, patron du Parti communiste français. Jean-Claude, vous pouvez il est où, Jean-Claude? Il est parti, Jean-Claude. Eh bien, il est là, Jean-Claude. Ben, Jean-Claude, je peux vous dire, pour moi, c'est un frère. Voilà. On peut ne pas être d'accord. On a même pu parfois s'affronter. Mais c'est lui et ses copains qui ont poussé le tram. Je veux dire, il y a un moment, il a eu d'ailleurs un jour cette phrase, il ne s'en souvient pas, qu'il a dit à une journaliste parisienne qui venait juste 10 secondes pour justifier les 2 phrases de l'article qu'elle voulait faire sur ce Valenciennois en plein échec. Et il ne se souvient même pas de la phrase qu'il lui a dit, j'imagine. Elle lui a dit, mais ça vous fait quoi d'être le principal opposant de Jean-Louis Borloo? Et il lui a répondu, non, madame, je suis le chef de sa minorité. Mais c'était la minorité valenciennoise, c'était pas moi, tout ça. Je pense qu'on est tous au-delà de ça. Donc, votre club et votre bande, j'en reviens parce que ça, c'est vital. Il est vital dans les enjeux modernes, avec la vitesse d'évolution, la vitesse dans laquelle tout se passe, que cette bande-là, elle existe, que vous puissiez vous passer la balle, mais sans même vous regarder, sans qu'il y ait préalable, sur tous les grands enjeux. Et si vous avez une question complémentaire, moi je suis à votre disposition, totalement hors tout champ économique, personnel. À chaque fois qu'un Valenciennois a besoin de quelque chose, à Paris, je suis là, à Bruxelles, Dominique est là, et chacun d'entre nous doit être là tout le temps et partout pour chacun d'entre nous. Merci Jean-Louis, merci beaucoup, ça nous touche. Vous commencez fort, hein, vous commencez fort, il commence à y avoir de l'émotion, je vois certains yeux qui brillent là quand vous avez relaté le passé. Moi, il y a un truc qui m'a scotché depuis 3 mois qu'on prépare ce déjeuner. J'ai eu l'occasion d'échanger avec beaucoup de monde. Et à chaque fois, tout le monde, il y a un engouement. De toute façon, on voit bien, 400 personnes à déjeuner. Je n'ai jamais entendu une critique sur Jean-Louis Borloo. Mais valenciennoise ou autre part. C'est-à-dire, mais comment vous faites? C'est quoi votre recette? Mon pauvre, j'en sais rien. Ce dont je suis convaincu, c'est, vous voyez là, 7 minutes. Je pense, j'ai le trac parce que je pense que ce que j'ai à dire, plutôt, enfin, je vois pas en quoi ce que j'ai à dire est plus intéressant que ceux qui écoutent. Je veux dire par là, c'est que, comme tous les gens qui n'ont pas une grande puissance intellectuelle, je me nourris de l'écoute des autres. Je me nourris de la compréhension. Je me nourris. Pourquoi ce truc marche peu alors qu'il a marché à une époque? Alors à chaque fois, c'est la faute de quelqu'un. C'est la faute des autres, la faute des fonctionnaires, c'est la faute de ce que tu veux, etc. Mais en réalité, derrière cette déclaration, il y a une erreur. Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour que ça marche? Je me souviens d'un Valenciennois qui est ici, ou je crois qu'il est ici, et il était avec 3 de ses copains. Vous savez, à l'époque, on disait les friches, c'est formidable, les friches du Nord-Pas-de-Calais, c'est l'avenir de l'industrie. Et alors, on a monté des outils, les machins, rénové les friches pour implanter les entreprises. Et il y a juste un type qui me dit, mais attends, alors moi j'étais parti là-dessus, il dit, mais attends Jean-Louis, les raisons géographiques de l'installation d'une industrie à la fin du 19e sont par nature pas les mêmes qu'au XXe siècle. Et c'est à partir de ce moment-là qu'avec Cécile, le maire d'Onain, Francis, c'est lui qui avait évidemment eu cette remarque avec Daniel Rust, Thierry Denoyel et quelques autres. On a complètement changé le regard. Non, les friches, ça va être ça. Et ça, c'est pas... Mais en revanche, on va aller à Onain pour faire Toyota. On va aller ailleurs pour faire Selmoldaes. On va aller ailleurs. Donc, au fond, je n'ai pas de réponse à cette question. La seule chose dont je suis sûr, c'est quand vous avez la chance, que vous êtes un... Voilà, on est cher. Enfin, aucun d'entre nous n'est Einstein. Hein. Bon. Enfin, ou alors on ne le sait pas encore pour 1 ou 2 ici. Mais quand tu as la chance d'être, à un moment donné, un peu en responsabilité de ton entreprise,
ta collectivité, ton association, ton syndicat. C'est déjà un truc incroyable dans la vie. Non mais, je veux dire, les autres te disent, vas-y, montre-nous un peu, fédère-nous. Non mais, c'est déjà un truc extraordinaire. Donc, ou tu penses que tu es juste un génie, que tu es le chef, c'est toi qui sais, ou tu penses que tu es l'organisation de la réflexion pour comprendre pourquoi les choses marchent ou ne marchent pas, et ensuite d'aller l'expliquer pour que chacun des acteurs se donne du mal pour le faire marcher. Et au fond, si tu me dis cette phrase gentille... J'attendais, ça faisait 5 minutes que j'attendais le tutoiement. Alors, donc si tu me dis cette phrase gentille, je la prends absolument comme telle. En plus, je ne suis pas un type désagréable, donc je comprends bien. Mais derrière ça, il y a une vraie question. La question, c'est celle du leadership. Et le leadership, c'est discret. On peut être gentil et déterminé, mais on est d'abord en train, non pas d'écouter bêtement pour faire plaisir, mais pour essayer de comprendre des choses qu'on a du mal à comprendre. Et si je retiens une chose, et un risque pour notre pays actuel, et je fais attention à ce que je dis, parce que j'étais dans une salle il y a 4 mois, on discutait entre nous de rénovation urbaine, de trucs sociaux. J'ai dit, il faut que la France fasse attention à ce que les nouilles et le gratin ne se séparent pas. Et je rentre dans ma bagnole tranquille et j'entends Jean-Louis Borloo faire des déclarations tonitruantes contre le gouvernement. J'étais juste avec des potes ici et je parlais évidemment pas du gouvernement. Chacun après peut considérer que c'était pour lui, mais enfin c'était en tout cas pas mon sens. Donc je fais attention à ce que je dis. Je reste convaincu d'une chose et je vais vraiment arrêter là. On pense tous que la France est un État centralisé. Je suis sûr que si je fais un sondage là, avant d'avoir dit cette phrase, vous allez me dire oui. C'est totalement faux. Je vois les sourcils. La France est un État, est un pays émietté. Seule la cour est centralisée. La cour. La cour, la presse de cour, les réseaux de cour, les grands cœurs de cour, les nominations de cour. Mais c'est pas de ce gouvernement, je ne voudrais pas que ça recommence à faire. Bon. La cour est centralisée. La France est émiettée. Et donc, alors, émiettée, ça veut dire quoi? Au fond, on pense que c'est centralisé, ça veut dire que l'État central est puissant, qu'il a des ressources humaines, des capacités financières. C'est la seule organisation qui soit en déficit chronique depuis 30 ans. C'est la seule qui, quand elle commence l'année, elle a 80 milliards de déficit. C'est la seule qui voit les ressources humaines partant plutôt dans le privé, enfin perdant ou dans les grandes métropoles, et elle représente en gros 280 milliards, les collectivités presque autant, le paritarisme 2,5 fois. Aucun pays d'Occident n'a autant de collectivités, un millefeuille de collectivités de plein exercice, et un millefeuille paritaire aussi puissant. Donc on se trompe, et nous, quand on attend de l'État, un État opérateur, on se raconte des blagues. Et il nous raconte des blagues. Nous racontons des blagues. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'aucune action ne peut se monter sans 7 partenaires. Si vous discutez du bon de pauvreté, du Grenelle de l'environnement, du redressement du Valenciennois, de l'implantation de Toyota, quel que soit le sujet, vous vous rendrez compte que la vraie question, c'est comment, dans une société puissante mais émiettée, vous faites en sorte que chacune des grandes forces financières, économiques et de pouvoir se fédère autour d'un objectif. Et ça, c'est le vrai rôle de l'État. Ça, c'est sa vraie fonction qui est sublime, qui est supérieure. Mais si on continue à croire qu'un petit club, même s'il s'appelle le France Business Club, même si ça s'appelait le France Business Club, ça ne fonctionne pas, parce que les forces convergentes ne fonctionnent pas. Pourquoi je parle de quelques personnes ici? Parce qu'ils ont représenté la symbolique du regroupement sur des trucs simples. Non, Valenciennes n'a pas une petite université. Non, Valenciennes va devenir une ville universitaire. C'est pas qu'un problème d'éduc, c'est un problème du monde immobilier, accueillir, transporter, gérer autour de soi. Donc pourquoi je reviens là-dessus? Parce que ce Hainaut
business club, que j'ai cru un instant être simplement un vino business club, mais j'étais très honoré de ça. Il est vital parce que si vous n'êtes pas en vente, c'est pas jouable. Merci Jean-Louis. Alors, ce qu'on va faire, Jean-Louis, on va mettre un exercice un peu plus rapide. Merci, c'était important. Vous êtes en train de battre tout leur corps, j'ai posé 2 questions, ça fait déjà une demi-heure qu'on est tous les deux, il faut qu'on accélère. Alors là, j'ai préparé une petite photo. Si vous deviez vous souvenir de votre passage à Valenciennes, ça serait un souvenir, Jean-Louis, ça serait quoi? Un seul. Mon Dieu. Un. Ouais, un. C'est Place d'Armes, je ne sais plus quand, en 89, où voilà, où j'essayais d'atteindre l'hôtel de ville. C'est pas ça? C'est pas ça, là? C'est difficile. C'est le 13 mars 89. Voilà, ça doit être ça. Ah, c'est ce jour-là. Ça. Et Jean-Claude Dulieu, il y a un papier sur lui aussi dedans. Ouais. Comment? Et je me disais, mais ils sont complètement dingues. Et en même temps, je parlais de l'erreur d'appréciation. J'étais assez crétin à l'époque pour penser que ça ne devait pas être si difficile que ça. Et j'ai vraiment cru, je me suis gouré. Voilà, vous savez, quand vous avez, je sais pas, 35 ans, que vous avez un cabinet, vous avez 100 personnes, vous venez de nulle part, vous pensez presque que vous êtes doué, quoi. Enfin, je veux dire que vous avez de la capacité, quoi. Et franchement, bon, cette vie qui va mal, bon, allez, ça, on va y arriver, franchement. C'est une blague, quand même. Ouais, ben, c'était pas une blague. Et puis, vous pouvez toujours y aller. Hein. D'abord, vous téléphonez, on vous prend plus, parce que vous êtes l'avocat célèbre, vous êtes le maire de Valenciennes, vous n'êtes juste pas le même au téléphone. Excusez-moi, mais c'est ça la vérité. Et puis la vérité du tissu urbain, du tissu social, des ressources humaines, des problèmes de santé publique, des problèmes de violence, des problèmes d'espoir, tout simplement, des problèmes de dignité, pouvoir recruter. Dire à la fin d'un cadre, tu vas aller vivre à Valenciennes. Je me souviens de cette discussion avec nos amis de Cével-Nord. Ils me disaient, mais enfin, c'est bien Cével-Nord. Mais enfin, nous, on n'a pas un cadre qui vient parce que sa femme, quand elle est venue, elle ne peut pas vivre là. Allez, bah attends, tu rigoles, c'est quand même la ville où il y a... Enfin bref, j'essaie de vendre un peu mon truc. C'est pas vrai, Patrice? Ça a marché qu'à moitié. Non, mais c'est la réalité de l'époque. Pourquoi je parle là-dessus comme ça? Non, on parlait de souvenirs, on parlait de... Ah bah le souvenir, le souvenir. Donc je me disais, voilà, à ce moment-là, ils sont complètement dingues, mais je suis heureux. Et puis je suis rentré, puisqu'on est ce jour-là, je me souviens d'une phrase. Elle est de Dominique Riquet. Je suis à peu près normal. Il me dit, t'es bizarrement normal après ce qu'il... Il me dit, attends, si avec un truc comme ça, une ville que tu connais pas, qui te connaît pas, que tu te retrouves avec du 76%, normalement, tu devrais marcher sur les eaux, et je trouve que tu as encore à cette heure-ci, je ne sais combien de grammes, et 7 heures du matin, les pieds sur terre, t'es vraiment un mec costaud. On sent, ouais. On sent qu'il y a une vraie fierté. C'est que vous avez quand même été réélu avec 63% des voix, quoi. Au premier tour, ouais. Ouais. Non, ce qui veut dire quand même qu'on s'en occupe des gens. Vous êtes malin. Non, je vais vous dire quand même un truc. Il y a 500 000 mecs, là, aujourd'hui, qui sont en gros bénévoles, quoi, à peu de choses près, qui s'occupent tous les jours de la population française. Alors qu'on aille prendre haut et court les 15 connards, ou les 30 connards, ou les 50 connards qui font de la politique et qui emmerdent tout le monde et qui sont irresponsables, moi je suis d'accord. Mais les 500 000 mecs qui s'occupent, comme les associations de quartier, qui s'occupent à retisser un peu le lien social, il faut juste faire un tout petit peu attention. Parce que ceux-là, ils méritent un peu de respect. Oui, d'accord. C'est ça, Jean-Luc Borloo. Jean-Luc Borloo, c'est ça aujourd'hui. Hein. Heureusement que ma mère n'a pas entendu ça. Je me serais fait engueuler sérieusement. Enfin, vous avez une fibre sociale qui est quand même assez unique. On a du mal à vous classer dans l'échiquier politique. Je pense que vous l'entretenez bien. Ça vous a joué des tours de pas être clairement quelque part, politiquement? Mais je suis complètement ici. Non. Quelque part. Par rapport à qui? Par rapport à quoi? Mais attendez, il faut juste se mettre d'accord. C'est quoi l'action publique? Oui, les 500 000 dont je parle, c'est les 500 000 élus français. Mais je peux rajouter le million de présidents d'assaut. Hein. Bon. Et c'est vrai que je n'aime pas cette société
qui ne respectent pas pour des raisons de statut, l'engagement. Et je suis très agacé, c'est vrai, par les nouveaux fermiers généraux qui nous expliquent, sans avoir vécu ça, ce qui est bien. Et ce qui est extraordinaire, c'est que c'est ça la vraie nouvelle démagogie. En fait, la vraie, c'est ça là, et je la trouve très inquiétante. Maintenant, oui, si je regarde les élus, vous savez, il faut quand même parler de ce qu'on connaît, les élus de Valenciennes. Je peux vous dire, dans les 30 ans pendant, enfin, les 20 ans de vrais drames et problèmes, Valenciennois, c'est le plus grand désastre européen en temps de paix, quand même. Il n'y a pas eu ça en Silésie. 44 000 licenciés. C'est pas... On ne parle pas d'une affaire banale. Ben, je veux vous dire, si tous, quelle que soit leur sensibilité politique, à une époque où c'était assez clivé par l'histoire, s'ils n'étaient pas tous là en bande à défendre les gens, je garantis que ce que m'avait dit un préfet de région, que je ne citerai pas, il m'avait invité à déjeuner, des jeunes maires, je lui ai dit, vous savez, on est dans une situation catastrophique, en plus les services de l'État ne sont pas là, on n'a pas d'ingénierie, on n'a rien, enfin bref, on était vraiment... Et il m'a dit, n'écoutez pas monsieur Henri Mas. Il m'a dit cette phrase terrible, il dit, vous savez, vous êtes jeune, vous avez une centaine d'avocats à Paris, le deuxième cabinet européen, le Valenciennois et l'Avesnois, hein, parce que c'était ça, ne peut pas s'en sortir. Voilà. On a fait toute la data, machin, etc. Les élites vont partir, on va perdre 100, 150 000 habitants et on va gérer la descente en douceur de cet arrondissement. Je l'ai entendu. Et c'est là que j'ai décidé d'arrêter de faire et le cabinet et Valenciennes. Et je me suis dit, ça, c'est juste pas possible. En plus, c'est pas vrai. Et c'est pas possible. Voilà. Et donc, dans les moments forts, oui, il y a eu cette nuit, il y a eu ça, et puis il y a eu l'arrivée du train de Paris, quoi. Non, mais c'est hallucinant, au XXe siècle, on avait le sous-préfet à la gare, les drapeaux de la locomotive qu'on avait mis à trouer, parce qu'on était content d'être relié à Paris. Ça, c'est pour l'anecdote. Alors, le plus passionnant, s'il y a un verre d'eau, si vous voulez, il y a le plus passionnant ministre ou maire de Valenciennes, quelle a été la fonction qui vous a le plus plu? Avouez qu'il est provocateur. Ouais, je suis timide, hein, je vous connais pas bien, hein. Ça va s'arranger, vous inquiétez pas. Ministre ou maire de Valenciennes, le plus passionnant? C'est la même chose. Mais ça dépend ministre de quoi. Mais c'est la même chose. C'est pas moi qui ai inventé la rénovation urbaine à Valenciennes. Pas moi. Mais on l'a accéléré. Mais c'est la rénovation urbaine de Valenciennes qui a inventé la rénovation urbaine en France. Le plus grand chantier de l'histoire civile de France, qui a consisté à dire, attends, on ne peut pas avoir des endroits fermés sur eux-mêmes dans un état de délabrement urbain. Non mais ça a été créé à la briquette, je rappelle. Le Valenciennois a offert à la France le concept de rénovation urbaine, c'est-à-dire le concept de rénovation humaine. Parce qu'il n'y a que les cons qui écrivent en pigiste dans le monde qui opposent urbain et humain. Il faut quand même être complètement abruti pour penser un truc comme ça. Comme si le premier truc de l'homme, c'est pas le nid. C'est pas... bon. Le plus grand chantier civil de notre histoire, de France, 46 milliards, 7 fois Haussmann, il a été conçu à Valenciennes et à la briquette. Pour ça que dire, qu'est-ce qui est le plus... Comme si je parle, Valenciennes c'était une marche, puis après le ministre c'était mieux. Ça n'a pas de sens. Non, excusez-moi. Non, mais oui, mais je comprends, ça me paraît indispensable que tu t'excuses. Mais ça n'a pas de sens. Dans les deux cas, c'est comment on fédère. Alors, c'est pas les mêmes règles, c'est pas... Mais
au fond, dans les deux cas, c'est le problème et tu le résous. Actuellement, on est en train de commencer à construire les premières chaînes pour Toyota. Je viens de faire 2,5 milliards d'investissements Fiat, Peugeot, 70 entreprises qui sont implantées cette année. C'est quand même un truc, à chaque fois, c'est quand même une bonne nouvelle, quoi. C'est vrai qu'à chaque fois que vous avez commencé quelque chose, il y a toujours eu des résultats. Récemment, souvent, mais récemment... Le nombre de jeunes femmes qui m'ont éconduit. Ça, justement, j'ai entendu quelques... Et avec Véran, on n'a pas gagné la Coupe d'Europe non plus. Alors, justement, il y a quelques semaines, on a entendu sur France Inter, un dimanche matin, que vous auriez peut-être des informations à nous donner concernant Tesla. C'est une fake news ou c'est une réalité dans le quartier? Non, c'est ni l'un ni l'autre. Moi, je suis absolument convaincu. Et donc, on a fait ce qu'il fallait auprès d'Elon Musk et puis du gouvernement français. Enfin, je préfère discuter avec ceux qui décident. Ils gagnent du temps. Non, mais à quel point, s'ils veulent une vraie fabrique, hein, c'est comme ça qu'ils l'appellent, en Europe, c'est chez nous. Alors après, ça se développe, hein, ça s'explique, ça s'explicite, ça se fait entre notre université, machin, à propos, le canal Seine-Nord, je commence à être un peu agacé. Bon. Mais, oui, on est dans cette bataille. Voilà. Elle est pas simple parce qu'il est lui-même en ce moment déstabilisé. Ça fait partie de la difficulté du truc. Oui, non, c'est pas une info, c'est pas une fake news. D'accord. C'est un combat. VFC, je vais passer rapidement, Jean-Louis, parce qu'on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Une photo. Vous êtes gaucher, vous? Surtout parler de VFC avec Francis dans la salle, c'est que t'as moins d'infos que lui. Non, je pense qu'il est toujours aussi passionné de foot, enfin j'espère. Oui, mais c'est ce que je dis. Ouais, meilleur souvenir. Vous avez un souvenir précis sur 2v1, un soir de match ou une. Ouais. Oui, j'ai deux souvenirs. Le premier, le plus lourd. On est en dépôt de bilan, il nous reste 2 semaines. On est sur 7 défaites consécutives et on est dernier, on a 7 points de retard sur l'avant-dernier. Autrement dit, ça rigole pas trop. Et on va à Strasbourg, ou à Mulhouse, à Strasbourg, jouer contre le premier. Et Didier Six, qui aime Valenciennes, avait accepté de venir nous filmer, et qu'on n'avait pas 10 balles, qu'on n'avait pas le droit de recruter d'ailleurs, par le tribunal. Voilà, on s'était mis d'accord, je ne sais plus combien d'ailleurs, 3000 balles le match gagné, enfin une misère quoi. Et donc Didier porte le maillot pour la première fois. Il arrive de Turquie. Il ne s'est pas entraîné depuis je ne sais pas combien de temps. Et je me dis, putain, mais il faut que Didier nous sauve. Normalement, on doit prendre 4-0 ou 5-0. Et Didier, à 20 minutes de la fin, te fait un gauche de la ligne, pleine lucarne. Et on gagne ce match 1-0. Eh bien, ça peut vous paraître bête, mais je me suis dit, peut-être que grâce au pied gauche de Didier, la roue est en train de tourner. Et elle a tourné? Et elle a tourné. Alors, ok, souvenir. Belle photo, celle-ci. Laurent devait être à l'époque adjoint au sport, je crois, c'est ça, Lolo? Elle est adjoint au sport, donc... et on vous sentait passionnés tous les deux, toujours, par le foot. Petite question, tiens, regardez, ça va vous rappeler un souvenir. Je vous confie 25 personnes, avec des pioches. Et je vous demande de me creuser un trou de 10 mètres sur 10, et je chronomètre. Avec les mêmes, il y en a un qui va mettre, avec son équipe, 2 minutes 30, il y en a un autre qui va mettre 2 jours et demi. Avec les mêmes pioches, avec les mêmes types. Il y en a un qui saura leur expliquer comment faut faire, pourquoi faut le faire vite. Puis il y en a un autre qui aura mal avec eux, qui ne saura pas leur dire, et le trou il se creusera jamais. Autrement dit, bon, ces espèces d'images que je vous donne volontairement un peu grossières, pour bien vous faire comprendre, 3 qualités. Imaginatif, vendeur, meneur. Quand on voit ces 3 qualificatifs, on les retrouve chez vous là, imaginatif, vendeur, meneur, Jean-Louis? J'en sais rien, mais il est où, Yann? Johan? Le petit Godin.
Bah, depuis le temps qu'il est petit Godin, il est très grand Godin, papa et bientôt grand-père. Il est là. Et oui, Johan. Parce que Johan, je l'ai pris tout à l'heure au Murat, porte d'Auteuil. Lève-toi, Johan, qu'on te voit, oui. Dis-moi, qui parlait au téléphone dans la voiture? Bernard. Le hasard de la vie. Le hasard de la vie. Il m'appelle tout à l'heure ce matin. Il va bien? Et justement, je vais vous donner des nouvelles. Là, je suis venu pour ça. En fait, c'est un mec quand même invraisemblable. Il a l'intestin, le côlon. Normalement, c'est du sévère et c'est du lourd. Eh bien, il a une force de puissance, une force de vie, de vivre. C'est absolument invraisemblable. Il m'explique que bon, voilà, la chimio, il en a fait 4, hein, c'est ça. Mais maintenant, il pensait que son corps allait réguler ça beaucoup mieux que tout ça. Il me dit, mais il faut que je te parle, des européennes, machin, de la présidence. Bernard, quoi, Bernard. Et j'ai dit, mais attends, je peux te parler, et je monte à Valenciennes. Et il m'a dit, embrasse-les très fort de ma part, je le fais. Merci. Pour l'anecdote, j'avais demandé si vous pouvez nous envoyer un petit message pour votre venue et j'avais pas eu de réponse. Alors la relation avec les médias aujourd'hui, la Voix du Nord, enfin la presse en général, moi j'ai une question, est-ce que quand on a une femme qui est aujourd'hui journaliste, qui a été présentatrice du 20h, est-ce que dans la com ça sert? Est-ce qu'aujourd'hui vous en parlez tous les deux, comment vous communiquez sur les informations à annoncer? Mais évidemment, jamais. Vivre en couple, c'est quand même une aventure. Hein. C'est pas un truc qui tombe comme ça, non, non. C'est une décision. Donc évidemment, dans la décision, il y a des règles d'hygiène. Sinon, c'est ça que tu mets en péril. Même si tu ne le mets pas en péril, c'est pas gagné dans la durée. Donc si en plus tu mets en péril, c'est juste un joie. Donc évidemment que pas. Mais j'en profite pour vous dire que ma femme a quitté son métier. Elle a juste quitté son métier sans aucun grief ni reproche pour simplifier le rapport entre politique et presse. Elle l'a quitté quand d'autres journalistes, que je ne citerai pas, d'autres femmes de ministres, continuaient à animer des émissions politiques sans que ça ne gêne à l'époque personne. On n'est pas des victimes, nous on est vachement heureux, on se marre, on est ravis. Nous sommes un couple où la femme a quitté le journal, ça ne lui a pas posé le moins de problème, elle est plus aussi joyeuse après qu'avant. Et moi j'ai quitté les 20 heures de la politique en étant aussi joyeux et heureux qu'avant. Nous sommes deux grands désintoxiqués parce que nous n'avons en fait jamais vraiment été intoxiqués. Mais merci de prendre des nouvelles de ma femme, ça me touche. Ben justement, j'allais en parler justement. Béatrice Schoenberg, quand on a étudié, je fais un petit coup de chapeau à Jérôme Gossard qui m'a filé un gros coup de main pour l'organisation de ce déjeuner. On a identifié 4 noms. 4 noms de personnalités qui, a priori, vous ont marqué dans votre parcours. Mao Tse-tung, vous l'avez rencontré, je crois, quand vous aviez 18-19 ans. Edgar Faure, qui était plutôt, ce qu'on peut dire, votre mentor en politique. Simone Veil, non? Bon, je l'ai lu. Simone Veil, que vous avez rencontré au Parlement, enfin, vous ne l'avez pas rencontré, vous avez partagé au Parlement européen, et puis Béatrice Schoenberg. Sur les 4, s'il y en avait une personne, un commentaire sur ces 4 personnes, hein? Oui, je peux faire un commentaire sur chaque, ça ne veut pas dire que le commentaire sera intelligent. Non, mais sur une seule, un ou deux noms? Non, non, je n'en attends plus pour toi. Très inquiet sur l'horaire, très inquiet. Eh bien, tout le monde s'en fout. D'accord, les horaires. Il va finir dans un ministère, ce garçon. Je vous le dis. Bon, ma femme, bon, vous savez quoi, le matin, elle se lève, elle a le sourire et elle a envie de me rendre heureux. Après, ça se gâte dans la journée. Mais le matin, c'est... Simone, c'est regarder la beauté de Simone. Simone se définissait comme une femme banale qui incarnait des causes qui ne l'étaient pas. Et c'est vrai.
Simone n'était pas elle-même un génie, mais Simone était une femme de l'histoire. Les circonstances l'ont mis dans cette situation et elle n'a jamais failli par rapport aux situations dans lesquelles elle était. Moi, j'avais une tendresse et une admiration folle, et je rajouterais qu'au Parlement européen, beaucoup de nos petits élus français députés l'ont trahi. C'est pas à leur honneur ni à celle de leur pays. Edgar, c'est un mutant. Un mutant. Edgar, c'est juste un mec complètement incroyable. Je me souviens, un jour, on s'emmerdait dans un truc au Van Pike, tu sais, genre, il est 2 h du matin, il doit être couché, c'est là. Puis à un moment donné, tout le monde a envie de dormir, et Edgar dort, puis il prend le micro tout d'un coup, il dit « Cette soirée, c'est le président Edgar Faure, il te parle sur les Mérovingiens, Vercingétorix, enfin, c'était un vrai mutant, un personnage d'une agilité intellectuelle hors norme, du hors norme qui n'a pas construit en fait grand-chose, mais c'est un mutant. Quant à Mao Tse-tung, non, j'ai pas de commentaire autre que c'est un des types qui a construit et piloté une des plus grandes révolutions du monde. Moi, j'ai eu la chance de lui serrer ma petite et sa grande main, mais j'ai pas d'autres commentaires à faire, sinon que nous avons tort, à mon avis, dans notre regard sur la Chine, qui est dans la géopolitique mondiale le seul acteur non impérialiste, j'ai pas dit non conquérant commercialement ou économiquement, mais militairement, tu ne l'es pas. Et moi, je pense qu'on aurait tout intérêt d'avoir une stratégie d'alliance, comme le pensait d'ailleurs le général de Gaulle. Je rappelle que la France est le premier pays au monde qui a reconnu, et tout Français en Chine, car ce régime a de la mémoire, est plutôt le citoyen du monde le mieux accueilli. Après, à chacun à faire ses preuves. Mais ces 4 personnes, le Mao Tse-tung, je ne l'ai pas connu, je l'ai croisé, je serrais la main. Mais j'ai passé 1 an dans ce pays à l'époque. Vous savez, les Chinois avaient un truc, ils invitaient tous les ans 8 occidentaux, jeunes, dont ils pensaient qu'un jour ils exerceraient des responsabilités. Donc j'ai eu le bonheur de passer un an, enfin une année scolaire, 9 mois avec eux. Et ça m'a beaucoup marqué. Alors, moment fort, il y a quelqu'un qui a partagé votre vie professionnelle pendant une 20aine d'années. Elle a un petit message pour vous. Les souvenirs, j'en ai évidemment beaucoup à Valenciennes, à la rénovation urbaine, au développement durable. J'ai pu accompagner Jean-Louis Borloo dans de nombreux déplacements, et le voyage au Congo est un moment marquant. C'était sur le thème de la gestion de la forêt durable, et nous sommes allés à la rencontre des pygmées, ce qui est évidemment un moment unique et magique. Et puis il y a eu le sommet de Copenhague sur les négociations climatiques. Pour la première fois, grâce à l'énergie, notamment Jean-Louis Borloo, ont pu être réunis les chefs d'État et de gouvernement de la planète et assister aux négociations en comité restreint, ou se retrouver nez à nez avec Barack Obama, qui venait d'être élu pour la première fois depuis quelques mois. C'est un moment très marquant dans une vie professionnelle. Alors ces qualités, je dirais l'écoute tout d'abord. Jean-Louis Borloo n'est pas dogmatique, il s'enrichit au contact de l'autre. Et puis, bien sûr, sa capacité de conviction. C'est un avocat, un bon avocat, et ça, il le restera toute sa vie. Ça vous touche? Bah oui, ça touche. Non, mais surtout si elle sait que Laurent était dans la salle. Oui, je pense qu'elle le sait. Mais ça me touche. Non, mais voilà, elle fait partie de l'histoire. Mais chacun ici, à chaque table, il y a 1 ou 2 personnes qui en fait fait partie de l'histoire. Bon, Frédéric, il y a beaucoup plus d'intimité. Bien, il y a Benoît Parer qui se marie le 6 octobre. Très bien. Oui, vous savez, au fond, on est de passage dans tout ça. Mais la qualité de la relation humaine, même avec il faut les agacements, il faut les... Mais il n'y a rien de plus qu'est-ce qu'on est d'autre que ça? Qu'est-ce qu'on est d'autre que des êtres donnants et recevants? J'aimerais qu'on m'explique ce qu'on est d'autre. Alors après, il y a la transcendance qui est compatible avec ça, ou qui peut rester seule.
Mais il n'y a rien d'autre. Et je vous jure, moi j'étais dans la petite bagnole là, ce matin, il y a une chose que je sais, c'est que je vais passer un moment, pas le moment sympa, parce que moi je raconte mes trucs. Non, mais pas, bah, regarde, poignée de main, tout de suite, voilà. Et au fond, la remémoration d'un combat, d'une bataille que je trouve émouvante. La force d'un pays, c'est la force de ses ressources humaines. Tout le reste, c'est une blague. Le drame de notre pays, c'est une prime à une élite en situation de rareté. L'école polytechnique, que j'admire, il n'y a que 2 fois plus d'élèves qu'à l'époque où Napoléon l'a construit, avec 100 fois moins de bacheliers. Nos élites ont géré la rareté. Dans un monde en mutation où tout le monde a accès à la formation, c'est une erreur stratégique. Je dis stratégique. Et la situation dans laquelle est notre pays aujourd'hui doit changer, parce que cette erreur, elle est à terme, à mon avis, mortelle. Donc voilà, tous ces visages, moi, me touchent beaucoup, et merci de m'avoir donné l'occasion de le dire. Alors les images, justement, il y en a eu d'autres députés. Edouard Balladur qui est venu à Valenciennes quand vous étiez ministre de la Ville et de la Rénovation urbaine en 2002-2004, le gouvernement Raffarin, donc c'est des souvenirs également. Cette photo, je la trouve extraordinaire, vous étiez à Copenhague et on reconnaît Barack Obama, Angela Merkel, Barroso, Nicolas Sarkozy. Bon, il y avait du beau monde ce jour-là, ça devait être assez impressionnant quand vous aviez évoqué le sujet, c'était en 2009 je crois. Et puis l'engagement avec Nicolas Sarkozy, je crois que vous avez eu quelques fous rires. Ouais, si vous voulez, avec grand plaisir. Non, parce que puisqu'on est entre nous et que j'ai la parole qui est personne, vous voyez cette photo, la France fait le Grenelle de l'environnement. Le seul vrai accord. La France préside l'Union européenne. Nicolas Sarkozy et je peux en parler librement, je suis le seul qui l'ait quitté, donc je peux défendre Nicolas. C'est un formidable président de l'Union européenne à ce moment-là. Le seul accord contraignant mondial, c'est le 3x20, le paquet climat-énergie européen. Il n'y en a pas d'autres dans le monde. Il y a des conférences de presse, il y a des mobilisations, il y a des phrases. Le seul accord, il n'y en a que 2. Grenelle français, le paquet climat-énergie. Sur cette lancée, arrivant vers Copenhague, discuter avec les États africains, disons Jean-Louis, on se fait toujours avoir dans ces trucs-là, enfin je vous passe les détails, ce qui a créé après la Fondation Énergie pour l'Afrique. Les Africains passent par, les pays, pardon, pauvres passent par Paris, redécollent et on les emmène à Copenhague. Et notre grande surprise de Copenhague, on pensait que c'était un truc structuré, organisé, ouvert, etc. En réalité, c'est géré par un petit club, ça s'appelle la Convention climat de l'ONU, c'est-à-dire les 150 mêmes fonctionnaires depuis 30 ans, les mêmes, ils ont leur propre police d'ailleurs, hein, vous ne rentrez pas comme ça. Et j'ai Nicolas Sarkozy au téléphone, il me dit, enfin Jean-Louis, attends, je comprends rien, on a fait venir tous les chefs d'État, on va les dîner avec le roi et la reine du Danemark, le dîner s'arrête à 22 h et on repart tous demain, il ne s'est rien passé. Ce que je vous dis, c'est sur la tête de mes enfants. Il me dit ça à 18 h. Il dit, putain, mais c'est vrai. Après, ils vont faire le cinéma, la convention climat, le marteau, je te fais des engagements, les Indiens, les Chinois, tout ça à Walou. En fait, il ne se passe rien. Et il y avait les chefs des... Non, mais c'est Nicolas, il s'était bagarre. Moi, j'avais été voir Barack Obama, c'est comme ça qu'il est venu. Et il dit, mais c'est pas possible, cette histoire. Il me dit, démerde-toi, essaie de trouver, allez, qu'on réunisse les 30 leaders mondiaux. Et ok. Donc j'appelle Lula, Obama, machin, etc. Et ça, on se donne rendez-vous à 22 h 45 au centre des congrès, dans une petite salle de classe.
Ça, c'est la taille d'une salle de classe, ce que vous voyez là. Avec Barack, avec le Chinois, avec Lula, avec Angela, enfin, je veux dire, les 30 leaders. Moi, je suis juste le petit organisateur. Moi, je fais des invitations et des petits fours dans l'histoire. Il n'y a pas un interprète, parce que c'est pas dans le mode d'organisation de l'ONU, c'est pas prévu. Et toute la nuit, enfin jusqu'à 5 h du matin, il y a ce petit groupe, là, à Barroso, Angela, ce petit groupe, et la feuille de route de Copenhague, qui a été instantanément critiquée par l'ONU et les ONG, bien entendu, puisque c'était le seul accord contraignant avec 10 milliards de dollars par an les premières années pour les énergies renouvelables, notamment pour les pays pauvres, montant à 100 milliards par an. Et le seul accord engageant au monde, c'est celui-là de cette nuit-là. C'est le seul qui a été abattu. Et celui qui est le plus admiré, c'est celui de Paris, sur lequel il n'y a pas un chiffre, pas une trajectoire et pas un engagement. Et donc on est dans cette espèce de monde assez étrange. Donc évidemment que cette photo me touche. Barack est arrivé à 2h15 du matin. Le Chinois à 1h15. Ce truc est complètement... Elle, c'est la seule qui pouvait traduire entre les uns et les autres, la blonde, là, dont j'ai oublié le nom. Non mais, enfin, je dis ça pour si ma femme écoutait, hein, mais oui, ça, c'est un, je prétends pas un moment d'histoire, mais un tout petit moment qui sort du cadre. Ok, beaucoup d'émotions. Nicolas Sarkozy, fondé l'UDI en 2012, on voit que vous entretenez des relations également avec tout type, toute sensibilité politique. Et dans cette petite ville qui peut se targuer d'avoir le Eno Business Club. Non mais maintenant voilà, je saurais ce que je peux dire de nouveau ici. Extraordinaire. Mais dis-moi, il y a marqué Riquet là? Qu'est-ce qu'il y a marqué là? Dominique? T'as pas vu? Vous ne voyez pas là ce qui est marqué là-bas, en face, sur le mur? Enfin, numérique, numérique. Ah, numérique. Numérique. Excuse-moi. Comme quoi, entre nous, vous voyez, on se voit partout. Hein. Et vous savez que cette petite ville, elle est... Attendez, la bande valenciennoise, c'est quand même un truc inouï. Est-ce que vous savez qu'à un moment donné, dans petit conseil, là, petit conseil, juste qu'exemple, hein, franchement, vous voyez, de demain, quoi. Il y avait en même temps député européen, il est là, Papy Francis, là, bon. Député européen, sénatrice du Nord, député à l'Assemblée nationale, vice-président de région et 2 ministres en exercice du gouvernement de la France. C'est-à-dire que la moitié du Conseil était en charge à l'extérieur. C'est unique dans l'histoire de France et je souhaite de tout cœur, grâce au Eno Business Club, que ça perdure. Merci. Alors, on va poser deux questions sur l'Afrique parce que vous avez en effet créé cette fondation en 2015, Énergie pour l'Afrique. Vous avez rencontré 54 chefs d'État, vous avez parcouru 750 000 km par an. Vous dites que c'est le projet du siècle. Et j'ai envie de vous poser une question simple. Aujourd'hui, dans cette salle, il y a 2 entreprises qui aujourd'hui aimeraient un petit soutien. Alors je pense qu'il y en aura peut-être d'autres, mais il y a 2 qui sont déclarées. Il y a une association. Éric Nonclair, Éric, est-ce que tu es debout? Tu peux te mettre debout s'il te plaît qu'on te voit. Éric Nonclair, voilà, qui est là, le poteau et qui fait partie d'une association qui s'appelle AIMA et qui crée des blocs opératoires. Ils ont récupéré un budget de 400 000 € depuis 8 ans. Et leur problème à eux, c'est l'électrification. D'accord, donc vous allez revenir dessus, mais ils sont très motivés, les membres de cette association. Et puis là, le deuxième exemple, c'est cette entreprise qui s'appelle Steel. Et ils sont 2, c'est David Blangis de DB Innovative. David, tu peux peut-être te lever, s'il te plaît, voilà, qui est là-bas, qui est le créateur, avec Alain Straboni. Voilà, ils sont tous les 2 là-bas. Et ils ont créé donc une entreprise qui est liée au photovoltaïque. Ils sont très innovants. Et
Et Jean-Luc, la question est simple, comment leur savoir-faire à eux, des magiciens de l'industrie, comment ils peuvent justement faire en profiter l'Afrique demain? Deux mots d'abord. L'Europe vitale s'est construite sur l'énergie. Comment mettre des gens ensemble? Il faut des projets. Dire je décide qu'on met tout le monde ensemble pour gérer la relation bancaire, c'est pas un projet. L'Europe n'a plus de projet puissant. Plus exactement, elle est en déficit de ça. Or, à 14 km de l'Europe, il y a un continent qui est dans une anomalie mondiale, qui est le continent africain en termes d'énergie. Voilà. Quand les 3/4 des gens, en gros, n'ont pas accès à l'énergie, c'est pas accès à l'eau, à la santé, etc. Je suis pas du tout dans la culpabilisation, moi je suis juste dans le truc rationnel. Le grand sujet, c'est celui-là. Le grand sujet, le développement économique, c'est notre chance, une croissance africaine, et notre risque, c'est évident. Pas besoin de vous faire de très très longs dessins. Et donc, l'aide au développement est un peu disséminée, elle n'est pas très efficace. L'idée, c'est de concentrer sur un focus, ce qui a été l'objet de la fondation qui a créé l'agence, qui maintenant est dirigée par le président Alpha Condé. J'en dis deux mots, mais parce que quand je vois des élections arrivant, enfin des débats européens, avec un risque de fracture aussi violent, je me dis, j'entends un débat européen, j'entends jamais parler de Cotonou. Cotonou, c'est une très belle capitale, mais Cotonou, c'est les accords de Cotonou. C'est le moment où la technostructure européenne se met d'accord avec la technostructure africaine, ça s'appelle les accords de Cotonou, donc les accords de développement. Ils sont juste morts, ils n'ont plus aucun sens. Il faut les revisiter, c'est le sujet des prochaines échéances. Si on n'y prend pas garde, c'est l'Europe qui va se fracasser sur un monde qui est le monde du mouvement. Et personne ne s'étonne que les élites aillent déjeuner à New York et rentrent dîner à Paris, à Berlin ou à Londres. Et on voudrait que bientôt 2,5 milliards de la planète, on est sur un truc qui est complètement schizophrène. Donc, sur le fond, moi je suis très heureux d'avoir fait ça pendant 2 ans et demi ou 3 ans. Bon, le truc qui fonctionne, pas assez vite, pas assez bien, pas assez, jamais. Et pour répondre à ta question concernant les deux, jlborlo59@gmail.com, je les vois quand tu veux. Okay. Merci à toi Jean-Louis. Les gars, David, vous n'êtes pas venu pour rien. On va passer parce que j'ai vraiment beaucoup de questions et on va aller assez vite. Est-ce que dans la vie politique, est-ce que tu as connu des moments plus difficiles, Jean-Louis? J'aime bien cette photo parce qu'elle est... Ouais, ça c'est... Il y a un truc qui existe, quand je dis un truc, mais c'est vu de l'Europe ou des élites européennes, ça s'appelle le Parlement panafricain. Quand j'ai parlé du Parlement panafricain au président de la République française, au ministre des Affaires étrangères, à Jean-Claude Juncker, ou à, comment il s'appelait, le président du Parlement européen, Martin Schulz, ils ne savaient pas que c'était le Parlement panafricain. Il y a un Parlement qui représente 1,250 milliard mecs dans le monde, enfin hommes et femmes dans le monde, qui est très étonnant d'ailleurs, parce que c'est chaque pays, quelle soit la taille, désigne 2 députés, 1 majorité, 1 d'opposition. C'est un modèle original. Alors il n'a pas encore la puissance, mais il est... Enfin, et alors là, je suis, vous savez, dans le public, j'avais fait inviter Roger Nkodo-Dang, qui est le président du Parlement panafricain, qui a fait à Paris l'appel des Africains pour l'énergie en Afrique. L'appel aux Européens des Africains a été fait à Paris. Et là, je regarde ou Roger, ou je ne sais pas bien qui, je pense que c'est cette image. Alors, des moments durs? Un moment dur. Là, si tu veux, à chaque fois que je vois que le monde moderne a besoin de phrases tellement courtes que la presse, enfin le média devient mensonger par sa simplification. C'est horripilant. Horripilant. Et on va crever de ça, je vous le dis tout net. On fait un plan machin, tu dis c'est 8 milliards, on prend 8 milliards,
personne ne regarde, s'intéresse à ce qu'on fait. Est-ce que les équipes sont fédérées? Est-ce que la CAF? Est-ce que je dis pour ni contre, je dis qu'on est dans un monde. C'est toujours frustrant quand tu as des raccourcis parce qu'ils sont mensongers. Et deuxièmement, lorsque des gens qui, pour des mauvaises raisons, pour des raisons de posture, en général, c'est même pas des opposants politiques, c'est vraiment des raisons de posture, peuvent embarquer avec des phrases courtes sur un faux sujet. Ça, c'est horripilant. Sinon, franchement, non, des moments durs, mais quand tu as la chance de servir, franchement, le moment dur, ça serait un peu gonflé quand même. Jean-Louis, une question, parce que quand on voit ton carnet d'adresse, tu appelles Barack Obama par son prénom, donc je suppose qu'il y a vraiment de la proximité avec bon nombre de politiques. Si demain on devait organiser un dîner, un moment qui te tient à cœur, avec 3-4 personnes, avec qui tu aimerais passer ce moment? Avec qui j'aimerais passer ce moment? Ben lui déjà, Barack Obama, oui. J'ai envie de passer des moments avec des gens qui ont de la distance du regard et donc de l'intelligence. Bizarrement avec Tony Blair pour comprendre des choses. J'aimerais bien, enfin toute chose, vous me direz c'est des choses en fait faciles à faire, mais je pose la question pas est-ce que ça serait un rêve, mais bon, la semaine prochaine. Très décrié par la presse française, mais Denis Sassou Nguesso, parce que c'est le seul qui, au fond, est un du vieux monde africain. Mais Mandela, c'est les accords de Brazza. C'est en même temps le mec qui essaie de faire les accords de TB, et en même temps, il est du vieux, et en même temps, il ne représente pas la mode, mais il a la jointure des deux civilisations africaines. S'il parlait librement Sa Majesté, le roi du Maroc. Pas de femme? Si, Jane Goodall. On parle de savants ou de politique. J'aimerais comprendre la Birmanie, donc elle, évidemment. Comment tu passes d'un symbole à... Est-ce que c'est le symbole qui est mensonger? Est-ce qu'elle a raison d'être dans la compromission dans laquelle elle est à ce moment et en ce moment? L'Australienne, évidemment. En fait, il y a des... À vrai dire, je pense que j'ai pas assez de repas pour m'enrichir de gens intelligents. Maintenant, est-ce que... Oui, évidemment. Évidemment. Et je ne sais pas ni ce que je vais faire, ni comment je vais le faire. Mais il y a une chose dont je suis certain, c'est que, moi je ne vais pas vous dire, il y a les populistes et puis les gens bien. Mais il y a une vraie question qui est celle du respect de chacun dans la civilisation européenne, de la place de chacun, de l'espoir de chaque jeune française, français, italien, allemand ou danois. Je suis inquiet, je parlais avec Dominique il y a très peu de jours de la situation actuelle, mais je ne la présente pas en termes politiques, je la présente en termes historiques. Si notre pays continue à penser que le ruissellement vaut mieux que les ressources humaines, nous allons au drame. Et si l'Europe considère qu'elle est un champ de bataille entre des progressistes élégants et des populistes triviaux, on ne va pas bien. Qu'est-ce qui fait qu'on est ensemble? Qu'est-ce qui fait que des peuples aussi différents, des vallées, des montagnes, des plaines d'Europe, parlant tant de langues différentes, tant de cultures, de religions différentes, la fracture entre les catholiques et les protestants, dont on ne parle pas, mais culturellement, qui est extrêmement présente dans ça. Si on ne donne pas des raisons d'être ensemble valenciennois,
de l'agglomération valenciennes. Il n'y a pas des petites villes, des grosses, des moyennes, des communes, des mecs de loin. Qu'est-ce qui fait qu'on fait société? Qu'est-ce qui fait qu'on fait république dans notre pays? C'est un mélange de respect, de souplesse, de capacité à, voilà, à grimper, cette fameuse phrase de l'ascenseur. Mais c'est vital, c'est féri tout ça. Bon. Et qu'est-ce qui fait qu'on fait Europe ensemble? Pas pour peser dans les négociations commerciales ou bancaires avec les ricains. Il y a longtemps qu'ils sont en train de nous dire « je ne veux pas que tu fasses un gazoduc entre la Russie et la France, Engie arrête le gazoduc ». Enfin, je veux dire, la suprématie de la zone dollar n'est plus un sujet. En revanche, civilisationnellement parlant, qu'est-ce qui fait qu'on est ensemble? Il n'y a que si on sait pourquoi on est ensemble que cette voie européenne, qui a des valeurs, des qualités, condition qu'elle ne se croit pas missionnaire, ni culturellement impérialiste, mais a une vraie place dans le monde. Donc au fond, je ne sais pas ce que je vais faire. Mais il y a une chose dont je suis sûr, c'est que si on n'essaie pas de réconcilier ces antagonistes qui n'ont qu'une raison, parce qu'ils se nourrissent de l'antagonie des uns et des autres, si on ne fait pas ça, on sera la génération qui aura becté la croissance antérieure, laissé à peu près, vous avez vu l'indicateur de vulnérabilité mondiale, plus d'endettement des ménages et des États de l'histoire du monde. On aura bénéficié de la croissance, nous on n'aura pas eu de guerre, on laissera un endettement, mais surtout on laissera un système sans projet ensemble, sans projet collectif. J'ai rien contre les assurances complémentaires individuelles, mais j'ai vraiment quelque chose sur notre sens du collectif. Merci Jean-Louis pour cette réponse. Sincèrement, on est touché par tout ce que tu viens de dire, on a appris des choses, on a été séduit par bien évidemment tes propos qui parlent du cœur comme tu sais le faire. Et le NO Business Club voulait te remercier et je pense que c'est l'ensemble des Valenciennois qui voulaient te remercier pour tout ce que tu as fait. Merci à toi.